Martin Duval, directeur général de Bluenove, qui a réalisé la consultation. Voilà, on peut l'accueillir. On peut l'applaudir, hein, il a travaillé. Bien sûr qu'on peut l'applaudir. Voilà. On va applaudir tout le monde aujourd'hui, je suis ravi de vous rejoindre. Comme l'a dit le président, comme l'ont dit Laurent, c'est une vraie, chez Bluenove, on aime bien parler d'intelligence collective, donc c'est une vraie démarche d'intelligence collective. Alors je m'excuse d'avance parce que ça va être assez intense en termes de présentation. L'idée, c'est de vous nourrir, comme l'a dit le président, pour que vous puissiez engranger des questions que vous allez poser tout au long de la démarche dans les séquences de table ronde. Donc Cédric à la régie, j'allais dire, je te remercie déjà d'attaquer par une petite vidéo que vous avez vue avec, que vous allez voir avec quelques chiffres, et on peut démarrer la présentation par série de 5 minutes sur chacun des thèmes. Merci. Alors Martin, on a vu donc un petit résumé de pas mal de choses. Maintenant, vous allez nous ambiancer avec pas mal d'éléments. Tout à fait, je vais attaquer une série de présentations des résultats détaillés. Comme je l'ai dit, j'espère que ça va générer chez vous des questions. On aura avec Laurent toute la journée des séquences de table ronde. En amont, vous me verrez réapparaître, j'ai envie de dire, de chacune des tables rondes. Je viendrai vous rappeler les quelques chiffres clés qui vont apparaître aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, engrangez, j'espère que ça va vous stimuler et vous inspirer pour des questions que vous aurez à poser toute la journée. Alors, on a vu dans la vidéo quelques premiers chiffres. Sur la partie qui étaient ceux qui ont répondu, vous connaître, on va voir cette première étape. Ensuite, on va faire un point sur un peu une thématique générale, chapeau, sur l'opinion de l'élevage des trotteurs français. Viendront ensuite une série de thématiques et de sous-thématiques. Vous en voyez quelques-unes ici. On va approfondir le sujet de l'élevage au quotidien, le croisement, la fécondation, les prix, la semence transportée, l'apport de la science dans l'élevage, l'apport de nouveaux courants de sang dans le studbook et le bien-être équin. Et enfin, là aussi, un dernier temps sur la filière de l'élevage au service des courses de demain. Je vous propose de démarrer sans attendre sur la partie connaître. On a vu le taux de participation, les chiffres, je ne vais pas les répéter. Comme l'a dit le président, c'est donc la part belle aux questions ouvertes, plusieurs milliers de verbatim, avec près de 2500 contributeurs. Donc parfois, vous verrez dans la présentation, quand on verra des réponses à questions fermées, on garde plutôt en tête que c'est le nombre de répondants. Quand c'est des questions ouvertes, on est plutôt sur la répartition des verbatims qui ont été parfois plusieurs par réponse émis. Et on va essayer de ranger sémantiquement ces réponses à questions ouvertes. Et Martin, juste une chose Oui. qu'on peut mettre en avant, c'est que ce n'est pas un sondage, ce n'est pas un vote, ce sont des éléments brut. Tout à fait. C'est pour ça qu'on aime plutôt parler d'intelligence collective, c'est de dire on fait plutôt d'abord, contrairement à des sondages, la part belle aux questions ouvertes. L'idée, c'est de regarder comment vous allez exprimer des réponses, parfois plusieurs, comme je l'ai dit, par question. Et ensuite, on va regarder comment quelqu'un qui a dit quelque chose dans une question
on peut regrouper par sens ce qu'a dit quelqu'un d'autre dans une question. Et donc c'est cette analyse qu'on vous livre aujourd'hui. Et donc de manière sous-jacente, vous verrez que plusieurs sujets sont abordés. Bien sûr, on va essayer d'extraire en transverse, au-delà des réponses aux questions, les thématiques qui émergent sur les règles de course, la place des petits éleveurs, la concentration de la filière de l'élevage sur certains territoires, la médiatisation de l'élevage, la reconversion, le rapport aux entraîneurs, les fraudes et manquements aux règles, etc. Voilà. Donc, qui étiez-vous? On a vu quelques chiffres, hein, la répartition sur les répondants. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, plus des 3/4 des participants sont éleveurs ou propriétaires. Ils sont en grande majorité plutôt âgés au-dessus de 50 ans et de sexe masculin. Voilà. Les répondants satisfaits de leurs résultats mettent principalement en avant les bons résultats, 60%, puis leur confiance, leurs bons résultats en course, bien sûr, et puis leur confiance dans l'avenir, dans leur poulain à 9%. Et ceux qui sont insatisfaits relèvent plutôt le coût trop élevé de leur activité à hauteur de 33%, puis le manque de résultats à hauteur de 29%. Alors sur là, cette thématique plutôt chapeau, avant qu'on zoome un peu sur la série des thématiques et des sous-thèmes, que représente l'élevage du trotteur français. On a posé 2 questions dans les propositions suivantes. Là, vous voyez, c'était plutôt donc une question qu'on appelle nous fermée, où il fallait cocher 3 réponses parmi plusieurs suggérées. On a posé la question dans les propositions suivantes: quels sont selon vous les 3 principaux atouts de l'élevage du trotteur français? Et ensuite, on a essayé de proposer toujours un réflexe en question ouverte s'il y en avait d'autres. Et les principaux atouts mis en avant par les répondants sont la distribution de primes, la polyvalence du trotteur, puis la variété du programme de course. On voit donc, on a classé critique parce que c'était plutôt pas mal de critiques en pourcentage. Pour autant, on voit que sur les autres atouts, il y a notamment la qualité des règles qui a émergé, l'excellence de la race, la naissance des champions et le maillage territorial comme autres éléments. Alors toujours dans le thème, hein, sur l'élevage de trotteurs français, à la question quels sont les 3 axes d'évolution que vous souhaiteriez voir être mis en place, pareil, hein, c'était suggéré avec une liste, on pouvait en cocher 3. Et là aussi, envoyez-vous d'autres. Donc parmi ces axes d'évolution, ceux qui sortent en priorité sont la baisse du prix des saillies, la revalorisation des encouragements et l'accès aux étalons qui sont cités. Quand on a posé la question envoyez-vous d'autres, vous le voyez, on a évoqué le sujet du changement des règles d'accès aux saillies par rapport à la reproduction. Alors sur la question de vous sentez-vous suffisamment formé, informé, assisté, soutenu dans vos pratiques de l'élevage, les 2/3 des répondants, à hauteur de 70%, se sentent suffisamment formés, informés, assistés dans leur pratique. Voilà en guise d'introduction de thématique chapeau, histoire de lancer le sujet. Et maintenant, on va rentrer sur la série des thématiques que j'ai évoquées précédemment. Et vous verrez, chaque fois dans cette thématique, il y a parfois des sous-thématiques. Donc, je vous invite à poursuivre. Alors, sur le thème de l'élevage au quotidien, hein, sur le sujet de l'économie de l'élevage, on a posé 2 questions. L'élevage de trotteurs français est suffisamment valorisé? Alors là, c'était pareil, une question fermée pour demander le niveau de satisfaction. Hein, peu, satisfaisant, plutôt satisfaisant et très satisfaisant. Voilà un peu la répartition. Et donc, on a toujours demandé, en question ouverte, s'il y avait d'autres orientations à apporter. Donc les répondants se déclarent modérément satisfaits des valorisations, 33% pour peu et suffisamment à 49%, et ils suggèrent de les augmenter à hauteur de 24%. Pareil, là on rentre un peu dans une mécanique toujours de format, j'espère que vous êtes maintenant à l'aise là-dessus. Donc il y a une question sur le taux de satisfaction, et ensuite s'il y a des pistes d'amélioration. Et là-dessus, sur la question de la formation et de l'accompagnement, donc la SECF m'accompagne suffisamment dans mon activité d'éleveur. Les répondants se déclarent modérément satisfaits de l'accompagnement, peu à hauteur de 31% ou suffisamment à hauteur de 46%. Ils souhaitent des conseils supplémentaires sur le croisement, les choix des étalons à hauteur de 23%, mais aussi une amélioration des moyens d'information à hauteur de 15%. Sur le sujet toujours de la formation et de l'accompagnement, hein, sur l'élevage, je me sens suffisamment formé pour gérer mon activité d'éleveur. J'ai suffisamment d'informations à ma disposition et d'accompagnement pour exercer mon activité.
Là aussi, autre piste d'amélioration, les répondants se déclarent très majoritairement suffisamment formés pour gérer leur activité d'éleveur, tout à fait à hauteur de 21% ou suffisamment à 52%. Ils sont plus modérés sur le niveau d'information et d'accompagnement dont ils bénéficient. Ils souhaitent notamment avoir plus d'informations sur la reproduction. Toujours sur le chapitre formation et accompagnement, hein, quand on demande si je réalise la satisfaction sur le fait de réaliser des démarches administratives liées à l'élevage sans difficulté, et les répondants déclarent très majoritairement réaliser leurs démarches administratives sans difficulté, tout à fait à hauteur de 31% ou suffisamment à hauteur de 55%. Parmi les difficultés, puisqu'on a posé la question hein, de les connaître mieux et aussi de comment y remédier, apparaissent notamment la complexité administrative ou l'éloignement du numérique et proposent pour y remédier des pistes autour de la solution de simplification et un accompagnement personnalisé renforcé. Sur l'idée d'essayer d'évaluer si les personnes sont membres d'une association d'éleveurs. Et si oui, depuis combien d'années hein, dans les transparents qui suivent, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Si quelqu'un a été membre d'une association, depuis quand, etc. Les 2/3 des répondants ne sont pas membres d'une association d'éleveurs à hauteur de 74%. Et ceux qui sont membres déclarent en majorité l'être depuis plus de 20 ans. Et sur la question, avez-vous été membre d'une association par le passé? Parce qu'on essaie de voir si peut-être parmi ces personnes, certains l'ont quitté. Parmi les répondants n'étant pas membres d'une association, seuls 23% l'avaient été par le passé. Ils ont alors en majorité quitté cette association depuis moins de 10 ans, 34% depuis moins de 5 ans et 16% depuis moins de 10 ans. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée un peu du flux, je dirais, associatif de personnes qui ont traversé ce lien. Toujours sur la formation et l'accompagnement, on a posé la question de savoir, au sujet de la satisfaction des actions de l'association justement auxquelles ces personnes appartiennent, et quelles actions complémentaires souhaiteriez-vous proposer sur ces associations. Ce qui ressort, c'est que plus des 3/4 des répondants se déclarent satisfaits des actions des associations. Ils souhaitent avoir des conseils accrus hein, quand il s'agit d'améliorer à hauteur de 30% via par exemple des hotlines ou des formations, et que les associations les défendent davantage à hauteur de 15% et améliorent l'accès au SAI à hauteur de 15%. Voilà en termes d'attente du pourquoi on est dans une association. Sur l'idée aussi de possibilité d'obtenir des SAI via l'association, est-ce que c'est important pour vous? Les répondants estiment en effet que c'est un point important par une légère majorité, hein, c'est assez équilibré, à hauteur de 56% pour ceux qui le souhaitent. Alors maintenant on change de thème, hein, puisque c'est au sujet du croisement, de la fécondation et des prix d'accès au SAI. La question qu'on a posée là-dessus, c'est pour évaluer je dirais les parts budgétaires. Donc on a posé la question par tranche là-dessus, sur une question fermée. Voilà la répartition sur le budget de SAI moyen par jument. Les 2/3 des répondants ont un budget inférieur à 5 000 €, 43% ont même un budget inférieur à 3 000 €, et moins de 10% des répondants ont un budget qui peut aller au-delà des 15 000 €. Sur toujours le même sujet du croisement, fécondation, prix, accès au SAI, on a posé la question de la gamme du budget et de la perception d'avoir finalement suffisamment d'étalons qui conviennent à ma jument. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Donc voilà ce qui est ressorti, c'est que dans la gamme de budget, dans leur gamme de budget, 30% des répondants trouvent peu d'étalons convenant à leur jument, 50% se déclarent simplement satisfaits. Et les répondants qui ne trouvent pas d'étalons leur convenant mettent d'abord en avant l'éloignement géographique comme facteur. Près de la moitié des répondants. Vient ensuite très proche le manque de diversité de pédigrés. Toujours sur ce même thème, hein, des prix et l'accès au SAI, on a posé la question de comment améliorer cet accès. Donc là, vous voyez, on est revenu sur de la question ouverte. Donc ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qui remonte en spontané sur des propositions. Et donc, afin d'améliorer l'accès aux étalons, les répondants suggèrent une baisse du prix des SAI à hauteur de 40%, puis l'autorisation du transport de semences à 28%. Ces deux seuls axes représentent plus des 2/3 des réponses. Toujours sur ce même thème, on a ensuite
posé la question des courants de sang mâles présents dans le studbook trotteur français et la perception de disposer suffisamment d'étalons susceptibles de convenir à ma jument. Pareil, hein, comment choisissez-vous les croisements? Là, c'était plutôt une question ouverte pour essayer de comprendre cet aspect-là des choses. 54% des répondants estiment disposer de suffisamment d'étalons convenant à leur jument en termes de courant de sang, et 24% s'y retrouvent même complètement. Pour choisir leur croisement, les répondants prennent en compte une diversité de critères. Hein. Aucun ne se détache vraiment, mais pour autant, on a à hauteur de... ça a été cité, les performances à hauteur de 15%, les courants de sang pareil à 15%, l'expérience des croisements, l'allure, le modèle ou le prix. Toujours le même thème, donc, et là on a posé la question des solutions hein, qui vous seraient utiles pour optimiser ces choix et vos choix dans ce registre. Comme solution proposée pour optimiser ces choix, les répondants privilégieraient le fait d'avoir plus de renseignements à hauteur de près de 30%, la baisse du prix des saillies, et viennent ensuite l'ouverture du studbook à hauteur de 9%, le transport de semences, quasiment pareil, ou l'utilisation de simulateurs. Là, on change de sous-thématique, on est sur les prix et les parts étalons, et on a posé la question de voir la satisfaction en regard de l'achat de parts d'étalons syndiqués qui estimerait me permettre d'avoir accès à la génétique de mon choix. Plus de la moitié des répondants déclarent que l'achat de parts d'étalons syndiqués ne leur permet pas d'avoir suffisamment ou pas du tout accès à la génétique de leur choix à hauteur de 33% et de 22%. Toujours sur cette sous-thématique des prix et de la part d'étalons, on a posé la question de êtes-vous porteur de part d'étalons? Et si oui, utilisez-vous vos saillies pour votre jumenterie ou pour les vendre? Les 2/3 de répondants ne sont pas porteurs de part d'étalons à hauteur de 66%. Donc, et lorsqu'ils le sont, ils utilisent principalement leurs saillies pour leur jumenterie à hauteur de 42% ou combinés avec de la vente à 36%. Et seule une minorité ne les utilise que pour la vente à 15%. Toujours le même thème. Et là, on pose la question de savoir si vous êtes satisfait de l'organisation de votre syndicat d'étalons, gérance, information, gestion de contrat, de saillies et vente de parts. Et si vous souhaiteriez un fonctionnement différent, accès à un pool, par exemple, suggéré, hein, accès à un pool sur salle étrangère, par exemple, ou autre suggestion. Et les répondants se montrent partagés sur l'organisation de leur syndicat d'étalons. Seuls 45% se déclarent satisfaits, les raisons de leur insatisfaction étant liées au prix, au mode de transparence, et de même, ils sont à peu près 35% à ne pas vouloir d'un fonctionnement différent, et le cas échéant, cela pourrait passer par l'ouverture du studbook. Sur maintenant les prix et le prix des yearlings. Alors le prix des yearlings trotteurs français me semble, la question posée, cohérent par rapport au coût de production, et comment améliorer la rentabilité du yearling trotteur français. La majorité des répondants trouvent les prix de yearling peu, à 44%, ou pas du tout, cohérents par rapport au coût de production. Pour améliorer la rentabilité, en termes de suggestions, les répondants proposent de jouer sur les prix à la baisse ou via les prix planchers. Ils proposent ensuite d'augmenter le soutien financier ou réformer les conditions de vente. Alors pareil, sur les prix et les prix de yearling, on a posé la question de savoir si les éleveurs vendaient leurs yearlings en vente publique, et près de 3/4 des répondants déclarent ne pas les vendre aux ventes publiques. Toujours sur ce même thème, et du coup on a essayé de comprendre pourquoi, et si vous êtes satisfait des prestations du système de commission prélevées sur les vendeurs. Et les répondants ne vendant pas leur yearling en vente publique privilégient l'exploitation directe à hauteur de 44% ou déplorent le manque de rentabilité à hauteur de 32%. Ceux utilisant les ventes publiques se déclarant majoritairement insatisfaits du système de commission sur les ventes, et ils mettent en avant le montant élevé des frais pour 26% d'entre eux, des commissions ou encore la mauvaise répartition de la charge. Alors, on change de thématique. On va parler maintenant de semences transportées. Et le transport de semences, c'est bien sûr un enjeu majeur pour... on a posé la question de savoir si c'était un enjeu majeur pour l'avenir de l'élevage. Et ce qui ressort, c'est que ça fait l'objet d'un clivage important entre les répondants. Il y a 30% des répondants qui considèrent que ça ne constitue pas du tout un enjeu pour eux. À l'inverse, en tout cas pour l'élevage,
Et à l'inverse, 34% considèrent qu'il constitue un enjeu majeur. Les avis dits modérés ou peu assez importants sont minoritaires. Pareil sur le sujet de la semence transportée, on a quand même essayé de creuser en termes d'opportunités ce que ça pourrait générer et éventuellement les risques ou les freins associés. Et pour les répondants, le transport de semences générerait positivement une baisse de coûts, 24% d'entre eux, une amélioration de l'accessibilité, 18%, ou du bien-être équin. Et à l'inverse, les risques seraient de nature économique pour les haras, d'ouverture des courses ou de baisse de qualité de la semence. Toujours sur la thématique donc, de l'élevage, mais là on est sur science dans l'élevage, et on a posé la question de savoir l'estimation, la perception d'être suffisamment informé sur les apports scientifiques dans l'élevage, ITR, BTR, génomique, et les 3/4 des participants se déclarent peu ou assez informés sur les apports scientifiques dans l'élevage. Seule une faible minorité se considère tout à fait informée. Pareil sur l'apport de la science dans l'élevage, on a quand même demandé quels avantages ça apporte et quelles informations il manquerait. Et là, les répondants, en termes d'avantages, parlent des apports scientifiques sur une meilleure approche de croisement, 42% des propositions, et d'éviter de faire des erreurs. Une partie des répondants ne révèle aucun ou peu d'avantages ou déclare manquer de formation sur le sujet. Et les informations à renforcer seraient le génotypage et l'aspect pédagogique, définition de tuto, etc. Alors, toujours sur la science dans l'élevage, on a demandé de la perception de comprendre suffisamment ces apports pour avoir envie de l'utiliser dans mon élevage. Et de quels outils j'aurais besoin en tant qu'éleveur pour mieux appréhender ces informations et les utiliser. Et là, les répondants déclarent avoir une compréhension modérée des apports de la science, à hauteur de 30% d'entre eux. Et ils suggèrent de disposer du génotype ou de formations dédiées. Toujours le même thème, science dans l'élevage. Et là, on a posé la question de savoir si on avait intégré, l'éleveur avait intégré dans sa réflexion d'éleveur l'aide que peut apporter la génomique. Et là, les 2/3 des participants déclarent avoir finalement peu, à hauteur de 27%, relativement peu intégré dans leur réflexion l'aide que ça peut apporter. Seule une faible minorité l'ont totalement intégré à hauteur de 16%. Toujours le même thème, science dans l'élevage. Et là, la question, c'est sur les avantages que ça pourrait apporter. Pareil, hein, question ouverte. Qu'est-ce qui remonte quand on pose cette question des avantages? On l'a plutôt classé là-dessus. Et qu'est-ce qui manquerait pour utiliser plus largement? Et donc, plus des 2/3 des répondants ne voient aucun avantage à la génomique, à 31%. Et pour les autres, elle permet notamment d'optimiser les croisements. Pour l'utiliser plus largement, les répondants souhaiteraient un génotypage systématique ou une baisse des coûts d'accès à l'information. Alors là, un autre thème sur l'ouverture du studbook. Et la dernière ouverture du studbook, on a posé la question, est-ce que ça a eu un réel impact sur l'évolution de la race du trotteur en perception? Et là, plus de 85% des participants s'accordent pour affirmer que la dernière ouverture du studbook a eu un impact modéré ou fort sur l'évolution de la race trotteur français. Toujours le même thème autour de l'ouverture du studbook, et on a posé la question si une nouvelle ouverture du studbook semblerait pertinente. Et ça fait débat, vous voyez, entre les répondants, ils se répartissent de manière égale, quasiment 50-50. Toujours le thème du studbook, et donc on a quand même essayé de comprendre pourquoi il y a cette situation, et sinon pourquoi. Et les partisans de l'ouverture du studbook considèrent que cela permettrait d'avoir de nouveaux courants de sang à hauteur de 43% des propositions, diminuer la consanguinité, baisser le prix, et les opposants mettent plutôt en avant la perte de spécificité de la race, que cela ne serait bénéfique qu'aux grands éleveurs ou entraînerait une ouverture sous la contrainte des courses. Toujours le même thème studbook. Si vous êtes favorable à une ouverture du studbook, privilégieriez-vous l'intégration d'un seul étalon, comme Work Alcoholic, ou l'accès au plus grand nombre d'étalons étrangers confirmés par leur production? Et les répondants sont principalement favorables à l'ouverture ou à un grand nombre d'étalons, et moins d'une réponse sur 10 défend la solution d'ouverture à un étalon.
Ensuite, on passe au thème du bien-être équin et on a posé la question si c'était essentiel dans la pratique de l'élevage. Et vous voyez le graphe, hein, c'est considéré comme essentiel par plus de 98% des participants. Et donc là, il y a un consensus très fort sur cette thématique. Toujours sur ce thème du bien-être équin, on a posé la question des mesures que je prends pour assurer le bien-être de mes poulinières et comment on pourrait encore aller plus loin en l'améliorant dans le cadre de l'élevage. Et là, en matière de bien-être, les répondants prennent principalement des mesures d'alimentation, de soins et de lutte contre le froid et la chaleur. Et pour eux, le bien-être pourrait être amélioré en renforçant les contrôles ou en repensant le transport. Et donc là, on termine sur un point sur la filière de l'élevage au service des courses de demain. L'idée, c'était de poser des questions pour se projeter un peu vers l'avenir, d'un point de vue un peu global. Et on a posé la question de savoir comment on pourrait envisager d'augmenter, de réduire, voire d'arrêter l'activité. Et la majorité des répondants souhaitent maintenir leur activité à leur niveau actuel, à hauteur de 50%. Et notamment par passion ou en raison d'atteinte d'un effet de seuil économique, taille du terrain, temps disponible. Et un quart souhaiterait la réduire en raison de coûts ou de leur âge. Et un participant sur 10 souhaite soit l'arrêter pour des raisons économiques ou encore d'âge, ou l'augmenter par passion pour augmenter le nombre de poulinières. Sur toujours ce thème un peu global de cette projection vers l'avenir, quels sont les sujets abordés dans la consultation? On a voulu un peu regarder sur les questions qu'on avait posées, qui vous semblent les plus importants en tant qu'éleveur, et quelles sont les premières actions que la SECF peut mener pour assurer l'avenir de l'élevage trotteur français. Ce qui est ressorti, c'est pour les répondants l'ouverture du studbook à hauteur de 23%, le transport de semences et le coût des saillies sont les sujets prioritaires. Et donc, vous me verrez revenir tout à l'heure, parce que c'est ça qui a constitué la seconde phase de la consultation. On s'est dit, méthodologiquement, et bravo à l'équipe de l'Eutro, de se dire qu'on avait peut-être de quoi refaire une phase de consultation pour creuser ces sujets qui avaient émergé justement de ce moment-là de la phase. Et donc, les répondants attendent notamment de la SECF d'améliorer leur soutien financier, de soutenir les petits éleveurs et d'autoriser le transport de semences. Et je vous remercie pour cette première phase d'information qui, j'espère, va vous nourrir pour toute la suite des séquences